Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu. Nous sommes vendredi, dernier jour de cette semaine, et elle fut, comme toutes les autres, peut-être même un peu plus chargée. On a parlé du décret paysage, on a vu que la campagne bat son plein, que les tensions sont parfois importantes. Alors que reste-t-il aujourd'hui du côté des partis dans leur stratégie, dans leur projet? Tout est-il sous contrôle? On va parler, on l'a dit, du décret paysage, mais aussi d'économie, d'emploi, et cela avec la coprésidente des Verts, Raja Marwan. Elle vient ponctuer cette semaine sur le plateau de Plus d'Actu. On l'accueille. Bonjour Raja Marwan. On l'a dit, le fait politique cette semaine, c'est le vote de cette majorité, avec cette majorité alternative au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la réforme du décret paysage. Alors vous oscillez, pour vous, ce n'est pas une majorité alternative, vous n'avez pas trahi un partenaire et un accord que vous aviez signé sur cette réforme du décret paysage? Mais d'abord, sur le décret paysage, ce qui est important pour nous de dire, c'est que c'est d'abord un soulagement pour les étudiantes et les étudiants qui étaient très inquiets quant à leur avenir, qui étaient très inquiets pour leurs examens qui arrivent, qui étaient très inquiets de savoir s'ils allaient pouvoir passer leur examen en toute sérénité et pouvoir se réinscrire. Ce que nous, on a fait avec les socialistes, on a essayé jusqu'au bout de convaincre un partenaire de majorité. Vous savez, quand on est à 3 dans une majorité, quand on a 2 partenaires qui nous disent « là, on a fait une petite erreur et il faut rectifier », on s'est montré extrêmement convaincant, mais pas suffisamment, parce qu'on a fait face à l'obstination du MR à avancer tout seul. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un vote où les voix du PS et des colos suffisaient à faire passer cette réforme du décret paysage. Oui, enfin, si on voulait éviter le Conseil d'État, un report et de nouveau une perte de temps, il fallait un troisième partenaire et il est venu de l'opposition. Mais donc, ce n'est pas rare que des partenaires, que des personnes de l'opposition, des partis de l'opposition, pardon, soutiennent des textes de la majorité. Ça arrive parfois à Bruxelles, ça arrive au fédéral. Quand les textes sont bons, l'opposition suit la majorité. Mais c'est quand même rare que des partenaires ne votent pas ensemble sur un texte au sein d'une majorité. Mais, là, et on le regrette. On a senti que hein. c'était une vraie crispation. On a un ministre-président qui a dit on est en affaires courantes. Voilà, vous assumez avoir provoqué les affaires courantes à la fédération? Non, moi je réfute ce côté affaires courantes. Ce que nous, on a cherché à faire depuis le départ, depuis le début dans cette séquence, c'est de protéger les étudiants et les étudiantes. J'étais encore hier sur le terrain à Bruxelles où je me suis fait interpeller quand j'étais en train de dîner par un jeune qui me dit « on compte sur vous sur le décret paysage, je ne sais pas dans quelle situation je suis, je ne sais pas si je vais pouvoir être financé ». Et donc là, c'est ça aussi qu'on a vécu, c'est une mobilisation énorme des étudiants et des étudiantes. Et donc nous, depuis le départ, on veut protéger les étudiants et faciliter l'accès aux études supérieures. Que le PTB est soutenu, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Et surtout, c'est quand même ce qui a permis que la réforme soit votée si rapidement avant la fin de la législature. Donc si on reprend les votes de ce matin, puisque le vote est intervenu ce matin, les voix du PS et des colos suffisaient. Où est-ce que vous mettez la différence entre protéger les étudiants et faire de l'électoralisme et leur donner finalement ce qu'ils demandent, alors qu'on le rappelle, le corps enseignant, plus de 1500 signatures, critiques, un surcoût qu'on a du mal à évaluer. Où elle est la limite ou la différence entre du calcul politique électoraliste et de la protection? Et donc, juste sur les enseignants, vous aurez noté qu'il y a des enseignants qui étaient contre cette réforme et des enseignants qui étaient pour. Et donc, il n'y a pas d'unanimité à leur égard non plus. Ce que nous, on a essayé de faire, c'est de rassembler un peu les avis de tout le monde, des recteurs, des rectrices, de certains professeurs, des étudiants. Et pour répondre très clairement à votre question, ce que nous, on a voulu faire, c'est protéger les étudiants. Aucun impact par rapport au 9 juin. Ce qui se passe, c'est qu'après le 9 juin, il y a des élections. On n'aurait pas forcément eu un gouvernement qui aurait pu prendre des mesures et des solutions pour aider ces jeunes qui auraient été exclus. On parle quand même de milliers d'étudiants. Un exemple, une école à Bruxelles bien connue, une haute école de Vinci, c'est plus d'un tiers des étudiants qui auraient été exclus. Et ça, c'est énorme. Et donc, ce que nous, on a voulu faire, c'est vraiment protéger les étudiants et les étudiantes et leur permettre de passer leurs examens dans toute la sérénité. Et d'ailleurs, on ne touche pas aux critères de réussite. On a juste amélioré les critères de finançabilité pour que les étudiants et les étudiantes puissent étudier tranquillement et dans la sérénité. C'est juste une seule fois ou bien vous reconnaissez que peut-être ce rabio, ce changement de quelques dizaines de crédits va être renouvelé dans le temps et puis peut-être qu'on aura de nouveau des cours dans le sac à dos? Là, on a voulu trouver une solution très rapide pour l'accord d'étudiants qui arrive bientôt, donc pour septembre. Et donc, on verra pour la suite. Il y a des élections et là, on verra les électeurs et les électrices qui se prononceront. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas le taux d'échec qui est quand même particulièrement important qu'on a
Dans le secondaire, on sait que certains disent qu'on a une culture de l'échec en Belgique plus importante en Fédération Wallonie-Bruxelles que dans d'autres pays, même de l'OCDE. La pire, en fait, si on regarde bien. Et dans le supérieur aussi, quoi. On a chaque année des étudiants qui se cassent les dents parce qu'on a un accès, on le sait aussi, très, très facile aux études. Est-ce que ce n'est pas là la vraie cause? Mais donc c'est clair que, moi je suis contre cette culture de l'échec, mais c'est clair que dans les chiffres européens, la Belgique n'est pas bon élève. On a connu le Covid aussi. Les étudiants, les étudiantes, ils étaient... Tous les pays l'ont connu. Tous les pays, effectivement. Mais les étudiants et les étudiantes étaient en grande souffrance. Et donc c'est là aussi où il faut agir, pas uniquement au niveau des études supérieures, mais aussi au niveau de l'enseignement obligatoire. C'est là aussi il faut travailler sur le tronc commun. Là aussi il faut travailler sur l'acquisition de compétences. Et là aussi il faut travailler à cette culture, comme on l'a dit, de la gagne et de la réussite. Mais ça se poursuit dans l'enseignement supérieur. Et ce que nous on veut également... Mais dire aux étudiants, vous pouvez y aller malgré des crédits non acquis, c'est la culture de la gagne et de la réussite? Mais non, mais nous on ne dit pas que vous allez réussir, on dit que vous êtes finançable. Hein. C'est juste ça la différence. On ne parle pas de critères de réussite. Pour réussir, il faut toujours avoir des crédits. On donne juste du temps supplémentaire pour les étudiants les plus précarisés qui parfois doivent payer, souvent. Ce sont les étudiants les plus précaires qui doivent jobber à côté pour payer les études, qui doivent multiplier les petits boulots pour pouvoir s'en sortir. C'est ces personnes-là qui malheureusement se retrouvent en difficulté. Et donc sur les critères de réussite, on ne touche pas. Il faut réussir et avoir un certain nombre de crédits pour passer à l'année supérieure, ça évidemment. Mais par contre, on leur donne juste un petit temps supplémentaire pour passer leurs examens. Alors, d'après votre partenaire, mais pas partenaire sur cette réforme-là, le coût c'est 100 millions d'euros. Vous avez, calculé, il est de combien le coût, le surcoût de cette réforme que vous avez votée avec le PS et le PTB? Mais alors, je crois qu'en termes de coût, c'est jamais trop pour les étudiants et les étudiants. C'est jamais trop pour l'avenir de ce pays. Les budgets sont ce qu'ils sont, mais les budgets sont des choix politiques. Où est-ce qu'on met l'argent? Et moi, j'aime bien qu'on mette de l'argent dans l'avenir, qu'on mette de l'argent pour les étudiants et les étudiantes, qu'on mette de l'argent parce que ce sont eux et elles qui vont représenter l'avenir de ce pays. Et je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, ils sont un peu farfelus. En tout cas, nous, on est contents en même temps d'avoir investi 5 millions supplémentaires dans l'enseignement supérieur parce qu'on a constaté un définancement assez important. Et donc, il faut investir pour justement cette culture de la gagne. Alors, il y a un autre Parlement où on s'est demandé quelle serait la majorité. C'est le Parlement bruxellois. Ça nous intéresse aussi beaucoup sur BX1. Il était question du bien-être animal. On rappelle, il y avait eu un premier vote. Votre parti écolo était apparu peut-être le plus divisé, le plus partagé sur cette question, où il n'y avait pas eu de consigne de vote. Et puis ici, il y a eu un report. PS et PTB se sont entendus pour que la question ne soit pas débattue. Finalement, elle est renvoyée au Conseil d'État. Je vais être très clair, Rajab Awad. Si la question du bien-être animal et de l'étourdissement animal obligatoire était venue sous cette législature, quelle aurait été la position d'écolo? On a été très clair, je l'étais, donc je n'ai pas de difficulté à être de nouveau extrêmement clair avec vous. Toutes les expressions des écologistes étaient super claires. Nous voulons faire progresser la question du bien-être animal en région bruxelloise. On avait un code du bien-être animal qui était sur la table du gouvernement. Certains l'ont retardé. On se demande pourquoi d'ailleurs Défi est venu si tard, si c'était aussi important pour Défi. Pourquoi ils sont venus si tard avec ce code? Il y a un peu de calcul de la part de Défi, on se positionne là-dessus? Peut-être. Il faudra leur poser la question. On le fait, vous savez. À partir de ce moment-là, c'est arrivé si tard et il n'y avait rien dans ce texte-là sur la question de l'abattage. Mais donc, sur la question du code du bien-être animal, nous étions disponibles et nous étions volontaires pour faire passer ce code en l'état. Parce que c'était la seule manière de faire progresser cette cause. Donc vous êtes d'accord avec Bernard Clerc-Failly quand il dit que c'est le Parti Socialiste qui bloque le code du bien-être animal? Sur la question de l'étourdissement obligatoire qui allait s'y inviter, on le savait. Je constate juste que sur la question du code du bien-être animal, les uns et les autres se sont arrangés de ce report. Défi a tardé à le déposer. Alors quel est le bilan de Bernard Clerc-Failly en termes de bien-être animal? Je me pose la question. Et le PS a tout fait pour retarder, alors que leur chef de groupe, Ridouane Chahid, a dit sur les antennes de BX1 en disant nous voulons voter ce code en l'état. C'était la position qu'Écolo avait défendue. Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé si ça de bloque, c'est consensus. parce qu'au Parti Socialiste, on l'assume, on craint que la question de l'étourdissement obligatoire revienne. Aujourd'hui, elle est inscrite dans votre programme. Est-ce qu'à Bruxelles, il y aura une exception, comme au Parti Socialiste, où on dit Bruxelles, c'est pas comme la Wallonie, si la question se pose? Il n'y a pas d'exception. Il y a eu un vote au Parlement bruxellois sur cette question-là. Il faut que ce soit tranché par la prochaine majorité. Le Parlement s'est exprimé de manière très claire sur cette question-là. Et puis, on a dit, on veut un code du bien-être
bien-être animal. On veut faire progresser la question du bien-être animal. Et pendant que certains discutent, Victoria Ostrade, qui va rejoindre Écolo, elle a fait passer 2 textes très concrets qui vont faire progresser la question. Je m'excuse, mais sur la question de l'étourdissement obligatoire, est-ce que maintenant que ça figure dans votre programme, à Écolo, on dira à Bruxelles, c'est différent? Il n'y a pas d'exception. Le programme, il est pour tout le monde. Il est le même partout. Par contre, à Bruxelles... Et donc ça veut dire que ça doit s'inviter au prochain gouvernement, oui ou non? La question du bien-être animal a déjà été tranchée au Parlement bruxellois. Mais celle de l'étourdissement obligatoire. On verra au prochain gouvernement. Je n'y suis pas encore. On verra le résultat des élections et si ça arrive au prochain gouvernement. Alors, il y a d'autres questions qui reviennent souvent quand on interroge des écolos. Et les questions, elles sont posées par Aline Walsdorf. Vous les avez screenées comme chaque semaine, Aline. On a pas mal de questions et de réactions concernant le plan Good Move. Tout d'abord, pour Jean-Marie, c'est une catastrophe pour l'Horeca. Ça a provoqué faillite sur faillite. C'est aussi une suppression haineuse des parkings. Et pour Bertrand, lui, il se demande si Écolo est prêt, comme les socialistes l'ont dit, à revoir le fameux plan Good Move pour tenir compte des critiques et adapter le concept. Et puis finalement, Jenny, elle habite le centre-ville et elle nous écrit. J'avoue que Good Move et le 30 à l'heure m'ont embêté et m'embête encore un petit peu. Mais aujourd'hui, je le constate, ma rue est plus propre et moins bruyante. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Il y en a une qui dit mais pour l'Horeca c'est mauvais, une qui dit ma rue est propre, voilà, et un autre qui dit les socialistes ont dit qu'on reverrait le concept. Il y a des portes qui sont ouvertes pour la prochaine législature? C'est un débat extrêmement important qui mobilise beaucoup les Bruxelloises et les Bruxellois et c'est normal puisque la mobilité c'est une question centrale qui touche tout le monde. Juste un rappel des faits. C'est quoi Good Move? C'était un projet qui a pris naissance en 2017, quand les écologistes n'étaient pas au pouvoir. C'était un gouvernement sans les écolos. PS, Défi, CDH à l'époque. Et puis, les écolos, après 2019, sont arrivés au pouvoir et on a poursuivi cette politique de mobilité. Sur les objectifs, on est hyper clair. Amélioration de la qualité de l'air, diminution de la pollution de l'air. Et je reviendrai pourquoi c'est hyper important. Arrêter le trafic de transit. Et force est de constater qu'à certains endroits, oui, c'est un succès. À d'autres, la concertation ne s'est pas très bien passée. Je l'ai dit, Saké Katabi l'a dit, Elke van den Brandt l'a dit, on assume. À certains endroits, la concertation s'est mal passée et il faut mieux l'organiser pour la prochaine. Mais sur les objectifs, on est extrêmement clair. Et par contre, moi, je n'ai pas de souci à l'assumer. Contrairement à d'autres partenaires qui essayent de faire de l'enjeu électoraliste derrière. Là, vous visez le Parti socialiste. Par exemple, tout le monde dit « Ah, on ne veut pas de Good Move ». Vous l'avez signé, hein? Nous, on l'assume, hein? Quand je vois qu'à Kuckelberg, on roule des mécaniques, mais la commune de Kuckelberg, qui est dirigée par M. Ahmed Laouej, a déposé un plan pour avoir des subsides autour de Good Move. Et donc, il faut arrêter un peu cet enjeu électoraliste de dire « Ah, un Good Move ». Moi, j'assume. Sur les objectifs, on est extrêmement clair. Oui, il y a des endroits où ça s'est moins bien passé. Il y a des endroits où c'est très bien passé. La madame du centre-ville, elle explique. Effectivement, ça, je vais vous donner un exemple très clair. Mon papa, il habite Molenbeek. À un moment donné, il se plaignait parce que les voitures passaient trop vite. Et puis, il y a eu une espèce de plan de mobilité que Catherine Moureau a mis en place. Et il a juste changé de sens la rue. Il était embêté au début. Après quelques jours, il dit en fait, c'est plus calme. Oui, c'est embêtant, mais c'est plus calme au final. Vous faites campagne comme tête de liste dans des quartiers qui sont impactés. Bien sûr. Vous estimez que quoi? Si je lis bien vos propos, il y a un impact plus important dans certains quartiers du dérèglement climatique, même à Bruxelles? En fait, la question de la justice sociale, il n'y aura pas de justice sociale sans justice climatique. Les deux vont de pair. L'environnement et le social sont extrêmement liés. Pourquoi je me bats contre la pollution de l'air? Ce n'est pas pour faire plaisir à l'air, hein. C'est pour lutter contre cette inégalité. Parce que le dérèglement climatique et la pollution, elles touchent tout le monde, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite Saint-Josse, un des quartiers les plus pollués de Belgique, quelqu'un qui habite Saint-Josse vit en moyenne 5 à 6 ans de moins que quelqu'un qui habite à Woluwe. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Quand on voit que des enfants qui naissent à Bruxelles ont des poumons sous-développés, ça, je ne peux pas l'accepter. Moi, je ne me bats pas pour la planète. La planète, elle va nous survivre. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Moi, je me bats pour préserver le vivant, les animaux, les humains, la verdure, la nature. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat. Et donc, il n'y aura pas de justice sociale sans justice climatique. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Et donc, c'est bien de faire des caricatures des écologistes, mais nous sommes le seul parti à allier ces deux aspects qui sont extrêmement importants. Vous êtes candidate au fédéral. Qu'est-ce qu'au fédéral, on peut faire pour améliorer la qualité de vie, la qualité de l'air, la longévité, la durée de vie dans les quartiers populaires à Bruxelles? C'est tout le lien autour de la santé, des soins de santé. Le lien entre la santé et l'environnement, il est extrêmement important. Quand on demande des espaces verts dans les quartiers, c'est aussi
c'est bénéfique en termes de santé On mentale. a vu lors d'un rapport qui est sorti cette semaine Absolument. que finalement on a augmenté de quelques centaines d'hectares les surfaces vertes à Bruxelles, mais c'est toujours les mêmes quartiers. C'est le centre qui est le plus densément peuplé et bâti. Et on ne va pas pouvoir raser des immeubles pour faire des parcs. Et moi, je veux la même qualité de vie pour les gens qui habitent dans des logements sociaux à Molenbeek, pour schématiser, que pour des personnes qui habitent dans des logements un peu plus espacés à Watermal-Boisfort. Et donc, c'est exactement pour ça, et c'est justement tout le projet qu'incarne Zakia Khattabi, qui est tête de liste à la région, et c'est tout l'enjeu de la ministre-présidence aussi à Bruxelles. Zakia Khattabi est la ministre-présidente qui va aller porter ces enjeux-là. Elle va les porter de la même manière à Uccle qu'à Molenbeek, en passant par Kuckelberg. Et c'est ça qui est important de rappeler. La question, je le redis, la question de la justice sociale, c'est un enjeu climatique d'abord. Alors, il y a aussi des compétences fédérales que vous portez. Et Aline Walsdorf, je pense qu'on a une question qui concerne des compétences fédérales. Quelques questions au niveau de l'économie et de l'emploi. D'abord, Yacine qui demande pourquoi la ministre écolo de l'économie à Bruxelles ne fait rien pour l'usine Audi Forêt et ses sous-traitants. Et puis une autre question, c'est celle de Dany. Quel est votre plan pour les indépendants? Est-il normal de travailler 80 heures par semaine pour au final avoir un salaire inférieur ou équivalent à un employé communal et sans les avantages? Alors, il nous reste 5 minutes, Raja Marwan, sur l'usine Audi Forêt. Voilà, on a l'impression effectivement que la région bruxelloise est en retrait. C'est Alexander De Croo qui a réuni une task force. On n'a pas beaucoup entendu Barbara Tract là-dessus. C'est quoi? Chez Écolo, on n'est pas prêt à se mouiller pour des bagnoles? C'est ça le problème? Pas du tout. On est prêt à se mouiller pour sauvegarder l'emploi. Et c'est d'ailleurs ce que fait Barbara Tract et d'autres à d'autres niveaux. C'est juste une question institutionnelle, tout bêtement. Parce qu'en fait, ils ont demandé une personne pour la région bruxelloise et c'est le ministre-président qui s'est imposé. C'est juste pour ça qu'on n'a pas vu Barbara Tract sur ce dossier-là. Pour l'autre question du téléspectateur, est-ce que c'est normal de travailler 80 heures pour être payé si peu? Non. La réponse, elle est clairement non. Alors vous proposez quoi pour les indépendants? Parce on a un plan très clair, très concret pour les indépendants. On veut augmenter les bas et moyens salaires via une réforme fiscale. Cette réforme fiscale, elle va toucher 60% des travailleurs et des travailleuses, et notamment les indépendants. Parce que pour nous, c'est aussi un pôle extrêmement important. Ça va toucher les employés et les indépendants. Et donc cette réforme fiscale, c'est, via un crédit d'impôt solidaire, c'est d'augmenter les bas et moyens salaires de 300 € net, entre 300 et 350 € net par mois en plus dans la poche. Comment vous faites? C'est l'employeur qui doit augmenter de 300 € net et donc payer 400 ou 500 € brut, ou bien on détaxe, on désimpose ces impôts-là, ces salaires-là? Il y a deux façons de le faire, mais il y a une façon de le faire qui est aussi simple, c'est aussi d'aller chercher l'argent là où il existe, à savoir chez les ultra-riches, chez les personnes qui ont 1 million d'euros à partir d'1 million d'euros de patrimoine, c'est d'aller ponctionner cet argent et d'aller juste 1 ou 2% de leur capital pour aller le réinjecter dans les petites et moyennes entreprises. Et on veut faciliter la vie également, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a une espèce de bureaucratie qui est très très lourde pour les indépendants et les indépendantes. C'est très compliqué de savoir vers quel guichet on doit se tourner. Donc il y a tout ce qu'a fait Barbara Tract avec l'instauration d'un guichet unique, en tout cas d'un service unique où on peut trouver toutes les réponses aux questions. Mais ça aussi, c'est de rendre l'administration fiscale plus PME-friendly, à savoir, par exemple, ne pas taxer, ne pas embêter, ne pas taxer ou contrôler les petites et moyennes entreprises comme elles le font avec les grosses entreprises. Et donc, on a toute une culture aussi autour de la question des indépendants à développer davantage dans les administrations. Vous dites aller chercher l'argent là où il est, taxer les ultra-riches. On connaît la réponse. Ça va être de dire ce capital-là va partir à l'étranger si on commence à le taxer. Ce sont parfois des gens qui sont venus s'installer en Belgique. C'est des gens qui dépensent leur argent chez nous, donc ça rapporte via d'autres formes. L'impôt sur les achats immobiliers, la TVA évidemment pour les dépenses courantes. Voilà, vous répondez quoi à ça? Mais donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, puisque moi, je ne comprends pas, comme le disait monsieur, qu'il travaille 80 heures et qu'il est mal payé, alors que des personnes font fructifier comme ça un capital. Ils ne vont pas quitter la Belgique. Ils vont pas quitter la Belgique. Et j'aimerais bien voir ça. Ils ne vont pas quitter la Belgique. Et donc, ça n'est pas vrai. Et on va toucher un minima entre 1 et 2% chez ces personnes-là. Ça ne fera pas la différence pour ces personnes, mais ça fera une grosse différence pour la collectivité. Alors, Raja Marwan, il y a des sondages qui sont sortis cette semaine. Voilà, ils annoncent des fluctuations, des mouvements. On sait que chez Écolo, c'est souvent le yo-yo. Vous avez eu une belle performance aux dernières élections. On se prépare à quoi, finalement, pour le prochain scrutin? Vous ambitionnez toujours d'être premier à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pourriez l'être? Vous disiez Zakia Khattabi, candidate ministre-présidente. C'est la méthode Coué ou vous avez des éléments qui vous permettent de croire à une victoire? C'est que les retours sur le terrain sont extrêmement bons. Les sondages sont bons aussi. Ils vous mettent derrière le MR. On a le seul parti à Bruxelles où on a une candidate ministre-présidente qui est crédible pour la région. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a un discours, qui a une vision
c'est quelqu'un qui est un héritage de Bruxelles, qui est vraiment cette incarnation bruxelloise et qui a le même discours à Uccle qu'à Molenbeek, qu'à Woluwe. C'est pas le cas, par exemple, d'Ahmed Laouej ou de David Moi, Leister? je n'ai pas envie de parler de David Leister vous et d'Ahmed dites on a la Laouej. seule J'ai envie, candidate crédible. j'ai envie de dites sur les autres. j'ai envie de parler de Zakia Katabi, de son projet, et on croit chez Écolo en cet enjeu de la ministre-présidence, parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir insuffler une vision. On a vu ce qu'Alain Marron a fait. On a vu ce que Barbara Tract a fait. Et ils ont un bilan extrêmement positif qui est souligné par beaucoup de professionnels, notamment dans les soins de santé à Bruxelles, dans l'économie, la shifting economy à Bruxelles également. Et donc, on veut poursuivre. Et donc, on a un projet qui est celui de la ministre-présidence avec Zakia Katabi pour l'incarner. On arrivera à avoir rapidement un gouvernement à Bruxelles où on risque d'être impacté par des négociations qui seront compliquées. Ça, il ne faut pas être devin pour le dire au fédéral. Donc, les négociations sont toujours compliquées, mais nous, on veut un gouvernement le plus rapidement possible, un gouvernement qui va le plus loin dans la transition écologique et solidaire, comme je l'ai dit, pour répondre aux enjeux de santé pour les personnes. Et on voudra qu'il soit le plus rapide pour justement répondre aux besoins urgents. Il y a des besoins très urgents à Bruxelles. Mais est-ce qu'on arrivera à éviter que la crise fédérale, celle qu'on sent venir, s'importe à Bruxelles dans les régions? On va essayer que le fédéral n'impacte pas, mais vous le savez comme moi qu'on ne peut jamais vraiment prédire ce qui se passe aux élections en Belgique. En tout cas, nous, on sera un partenaire loyal et solide pour aller le plus vite possible pour amener des solutions concrètes aux gens. Et les sondages, encore toujours eux, mais c'est un des faits politiques de cette semaine, ils annoncent que côté néerlandophone, il pourrait y avoir une majorité à Bruxelles, N-VA Vlaams-Belang. Comment on réagirait à la coprésidence d'Écolo si ça devait se produire? On dit, c'est le côté flamand du gouvernement, ça ne nous regarde pas, ou on peut avoir un regard dessus? Ça nous regarde, parce que quand on ambitionne de diriger Bruxelles, on ambitionne de diriger Bruxelles pour les néerlandophones comme pour les francophones. Par contre, moi, j'appelle un peu au calme, parce qu'on a souvent cette menace de N-VA-Belang. J'ai regardé les chiffres. Sur les 3 dernières élections, même quand la NVA et le Belang étaient au plus haut, ils n'ont jamais excédé à 25% des voix. Et donc je pense qu'il y a peut-être une peur qui est légitime. On ne veut pas de l'extrême droite à Bruxelles, on ne veut pas de la NVA à Bruxelles non plus. Et donc je pense qu'il y a moyen de les contourner. Merci Raja Marwan d'être venu répondre à ces questions. Vous retrouverez Valérie Leclerc ce soir au journal de 18h. Et puis demain, les experts, ce sera avec une ancienne ministre, Valérie Glattini. Et puis Leïla Agic du Parti Socialiste. Belle fin de semaine.